Bonjour. Lors de nos vidéos précédentes, nous avons vu que le terme d'interaction électron-électron présent dans l'hamiltonien des atomes polyélectroniques rend impossible une résolution exacte des équations de Schrödinger associées. Par conséquent, nous avons fait une approximation qui consiste à négliger ce terme d'interaction électron-électron, et lorsque l'on néglige ce terme, on obtient un hamiltonien qui est séparable et dont on connaît les vecteurs propres et les valeurs propres. Le problème, c'est que les propriétés que l'on calcule en faisant cette approximation sont beaucoup trop loin des valeurs expérimentales pour que l'on puisse l'accepter telle qu'elle. Par conséquent, il faut maintenant essayer de réintroduire cette interaction électron-électron, et c'est ce que nous allons faire au travers de la notion d'écrantage qui est présente dans le modèle de Slater que nous allons décrire maintenant. Donc, pour obtenir une description correcte des atomes polyélectroniques, il faut donc réintroduire l'interaction électron-électron que nous avons négligée lorsque nous avons écrit l'hamiltonien des atomes polyélectroniques. Donc, pour la réintroduire, on peut utiliser la notion d'écrantage que j'illustre ici. Donc ici est représenté sur ce schéma, sur ce graphique, les densités de probabilité de présence radiale des orbitales atomiques 1s, 2s, 3s et 4s. Si on considère par exemple un électron décrit par une orbitale atomique 3s, cet électron va interagir avec les électrons décrits par l'orbitale atomique 1s, ceux décrits par l'orbitale atomique 2s, et va interagir également avec le noyau. Mais on voit que l'électron décrit par l'orbitale atomique 1s est situé entre le noyau et l'électron 3s. Par conséquent, on peut considérer que l'électron 3s n'interagit pas avec le noyau et le ou les électrons s, mais avec un noyau qui a une charge diminuée du fait de la présence des électrons 1s. Cela revient à dire que l'électron 3s interagit avec un noyau qui est écranté par les électrons 1s. Donc les électrons 1s, et c'est également le cas des électrons 2s, vont faire écran entre le noyau et les électrons 3s. Par conséquent, les électrons subissent un effet d'écran de la part des autres électrons. Et si on prend par exemple l'exemple du carbone, un électron 2s du carbone ne va pas ressentir une charge nucléaire plus 6, mais une charge nucléaire effective, que je vais noter Z étoile, qui est inférieure à 6. Donc on dit que l'électron est écranté, en partie par exemple, l'électron 2s du carbone est écranté par le ou les électrons 1s du carbone. Donc le modèle de Slater utilise ce concept d'écrantage pour exprimer les énergies des atomes polyélectroniques et également pour fournir une formulation simplifiée des orbitales atomiques. Donc dans ce modèle, le terme de répulsion électron-électron n'est pas traité explicitement. Il est réintroduit de manière empirique au travers du concept d'écrantage. Donc on considère comme précédemment un hamiltonien sans terme d'interaction électron-électron, donc c'est exactement ce que nous avons vu lors des vidéos précédentes, mais dans lequel la charge nucléaire, Z fois E, est remplacée par une charge nucléaire effective, Z étoile E. Cette charge nucléaire effective, elle est propre à chaque électron, et à chaque électron J ici, et elle va être calculée de la manière suivante, Z, donc la charge non écrantée, moins sigma J. Sigma J est ce que l'on appelle la constante d'écran qui est ressentie par l'électron J et qui dépend des n-1 autres électrons du système. Donc sigma J, l'écrantage, la constante d'écran de l'électron J, c'est la somme de contribution, que je note ici sigma I, des autres électrons du système. Les sigma I, donc l'écrantage provenant des autres électrons du système, sont des paramètres empiriques
qui sont ajustés de manière à permettre au modèle de Slater de reproduire les niveaux d'énergie atomique observés expérimentalement et la taille expérimentale des atomes. Donc voici les valeurs qui ont été obtenues par Slater pour reproduire ces propriétés pour les différents électrons des atomes polyélectroniques. Donc on voit, hein, mais vous le savez déjà puisque vous l'avez vu l'an dernier, que l'écrantage dû à des électrons de n supérieurs à l'électron considéré, à l'électron J, sont nuls. Donc vont écranter l'électron J seulement les électrons de n égal ou inférieur. Vous voyez également dans ce modèle que les orbitales de 2s, les orbitales sp de même n subissent les mêmes écrantages. Donc 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p. L'énergie des orbitales atomiques sont calculées à partir de la même formule que dans les atomes hydrogénoïdes, donc moins 1/2 Z sur n au carré. Dans le modèle de Slater, Z et n sont remplacés donc par Z étoile et n étoile. Donc Z étoile que je viens de définir, n étoile est également un nombre quantique principal modifié qui a une valeur inférieure au nombre quantique principal réel à partir de n égale 4, donc, comme je le montre ici. Et donc, à partir de cette formule et des calculs de Z écranté et n, Z écranté, donc Z étoile et n étoile, on peut calculer des valeurs d'énergie pour les électrons des atomes polyélectroniques. Donc ça, c'est le modèle de Slater tel que vous l'avez vu l'an dernier. Donc ce modèle, bien sûr, comporte un certain nombre de limitations. La première vient de ce couplage entre les électrons 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p. Si on regarde par exemple ici les densités de probabilité de présence radiale des orbitales atomiques 2s en bleu et 2p en rouge, on voit qu'ils sont différentes. Et par contre, c'est quand l'écrantage d'un électron 2p par un électron 2s ou d'un électron 2s par un électron 2p seront forcément différents. Et par conséquent, les Z étoiles associées à ces deux types d'orbitales doivent être différents, ce qui n'est pas le cas dans le modèle de Slater. C'est pourquoi, quelques années plus tard, donc entre 1963 et 1967, ce modèle a été amélioré pour permettre de reproduire de manière la plus précise possible des calculs de chimie quantique de très haute précision qui ont porté sur l'énergie totale des atomes neutres. Et donc, en utilisant le même type de formule, c'est-à-dire l'énergie des orbitales atomiques est calculée de la manière suivante, moins 1/2 de qui au carré, où qui est égal à Z étoile, à nouveau la charge nucléaire écrantée divisée par n, donc il n'y a pas ici de n étoile. Donc vous voyez le 1/2 ici signifie que cette formule vous est donnée en unité atomique et non pas en électron-volt. Les Z étoiles, les valeurs d'écrantage pour définir les Z étoiles ont été reparamétrées par Clementi et Raimondi ici, et ont conduit aux valeurs suivantes. Et ces valeurs d'écrantage conduisent ensuite, en utilisant cette formule, à des énergies des orbitales atomiques et des atomes neutres qui sont extrêmement proches donc, de calculs de chimie quantique de haute précision. Et on voit ici que les écrantages pour les orbitales atomiques 2s et 2p sont différents. Par conséquent, ce modèle va conduire à des énergies pour les orbitales atomiques 2s et 2p qui sont différentes. Donc ça, c'est un résultat important, puisque vous le savez, mais je le confirme ici, que dans les atomes polyélectroniques, l'énergie associée à chaque électron dépend de n et de l. D'accord ? Alors que dans le modèle de Slater, ce n'était pas tout le temps le cas, du fait du couplage 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p. Donc, ce qu'on vous montre ici, c'est que le modèle de Slater, il permet de réintroduire au travers de la notion d'écrantage l'interaction électron-électron, mais que ce n'est qu'un modèle empirique, et donc il peut être affiné en affinant la définition des paramètres empiriques de ce modèle.
Donc dans les atomes polyélectroniques, les fonctions d'onde sont toujours appelées des orbitales atomiques. Donc je ne l'avais pas précisé précédemment, je le précise ici. Donc la fonction d'onde totale, je le rappelle, s'écrit comme un produit de fonctions d'onde, chacune décrivant un seul électron. Chacune de ces fonctions d'onde, qui décrit un seul électron, sont toujours appelées des orbitales atomiques. Dans le cas du modèle de Slater, et donc dans le cas de l'approximation que nous avons réalisée précédemment, c'est-à-dire de négliger l'interaction électron-électron, chacune de ces fonctions ne dépend que des coordonnées d'un seul électron. Donc un électron est donc décrit par une seule fonction que l'on va appeler une fonction monoélectronique. Donc la fonction d'onde totale de votre atome polyélectronique s'exprime comme un produit de fonctions d'onde dites monoélectroniques. Et dans le modèle de Slater, Slater a aussi cherché à optimiser, à simplifier l'expression de ces orbitales atomiques. La première chose que l'on peut faire, pour cela, c'est repartir de la formule des orbitales atomiques pour les atomes hydrogénoïdes. Donc, alors, la partie angulaire ne nous intéresse pas ici, c'est la partie radiale qui va m'intéresser. Donc si on regarde la partie radiale des OA des hydrogénoïdes, voici la formule que je vous ai donnée précédemment. Et si on remplace dans cette formule Z par Z étoile, N par N étoile et ρ par ρ étoile, c'est-à-dire simplement remplacer dans ρ Z par Z étoile, on obtient une nouvelle formulation, très proche de la précédente, des orbitales atomiques pour les atomes polyélectroniques. Donc Slater, lui, il proposa de reformuler complètement la forme mathématique des parties radiales des orbitales atomiques en proposant une nouvelle expression analytique pour ces parties radiales, ne faisant pas apparaître leur structure nodale, mais ayant le même comportement à grande distance, c'est-à-dire dans la zone qui est chimiquement intéressante. Donc les orbitales atomiques, dans le cadre du modèle de Slater, s'écrivent toujours comme un produit d'une partie radiale et d'une partie angulaire, qui sont les harmoniques sphériques. Sauf que la partie radiale, maintenant, ne dépend que du nombre quantique principal n et plus de L. Et la forme donnée à ces parties radiales est la suivante. Un coefficient, que je note ici alpha, qui est un coefficient de normalisation, R puissance n étoile moins 1, et une exponentielle décroissante en moins z étoile sur n étoile fois R. Par conséquent, on obtient une formulation beaucoup plus simple ici de la partie radiale que nous l'avions en résolvant exactement l'équation de Schrödinger pour les atomes hydrogénoïdes. L'avantage de ces fonctions de Slater, de ces parties radiales de Slater, c'est qu'elles sont beaucoup plus simples à manipuler, mais qu'elles reproduisent relativement bien le comportement à grande distance des orbitales atomiques. Si vous voulez creuser un petit peu ou vous attarder sur cette notion de partie radiale dans les fonctions de Slater, vous pouvez vous intéresser aux partiels qui ont été donnés en 2018-2019 et dans lesquels un exercice porte sur ces parties radiales des fonctions de Slater. Donc pour finir, j'arrive à ce que vous avez vu l'an dernier, c'est-à-dire à la structure électronique des atomes. Avec les outils théoriques que nous connaissons maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin dans la description des atomes polyélectroniques que le modèle de Slater ou son amélioration par Clementi et Raimondi. Pour avoir une description plus exacte des atomes polyélectroniques, il faut des méthodes qui sont beaucoup plus précises que ce qui est abordable cette année et qui permet une résolution la plus précise possible de l'équation de Schrödinger. Par exemple, je note ici la méthode de Hartree-Fock, qui est une des méthodes de base de la chimie quantique, et qui, comme vous le voyez sur ce schéma, permet de reproduire relativement précisément les énergies de première ionisation de la plupart des atomes du tableau périodique. Donc vous avez représenté ici, en rouge, les valeurs expérimentales des énergies de première ionisation, et en bleu, des énergies de première ionisation calculées par cette méthode Hartree-Fock. Donc cette méthode Hartree-Fock, pour ceux que ça intéresse,
pourra être vu au niveau master. Et donc voilà, est finie cette première partie sur les atomes polyélectroniques, et à partir de la prochaine fois, nous aborderons l'étude des molécules.